s'agit d'un traumatisme minime. Il s'agit là d'une situation où les différents intervenants peuvent avoir des opinions très différentes. Pour la famille du défunt, le lien de causalité entre un traumatisme, aussi minime soit-il, et le décès est évident. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Pour la justice, bien au contraire. L'agresseur est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Pour l'expert, l'établissement de l'imputabilité nécessite une analyse minutieuse des faits, une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques et un raisonnement médico-légal rigoureux. Il s'agit là d'une mission particulièrement difficile pour l'expert, d'autant plus que dans la genèse du décès peuvent s'intriquer un état antérieur, le traumatisme lui-même ainsi que ses conséquences psychologiques. Ce qui complique encore plus la tâche de l'expert, ce sont certains mécanismes physiopathologiques mal élucidés et l'existence d'un intervalle libre plus ou moins lent entre le traumatisme et le décès. Nous allons essayer d'illustrer ces différentes notions à travers 3 affaires sciemment choisies. La première affaire concerne une jeune fille âgée de 21 ans, victime d'une agression. Elle a reçu un coup de poing au visage et un coup de pied épigastrique, suivi immédiatement d'une perte de connaissance immédiate et d'un décès rapide. L'autopsie a révélé des lésions traumatiques superficielles au niveau du visage, aucune autre lésion organique expliquant le décès, l'analyse toxicologique est négative et l'examen à l'impact des tissus est normal. L'autopsie a conclu à un arrêt cardiaque par inhibition réflexe provoqué par le traumatisme épigastrique tel qu'il a été décrit dans les procès-verbaux. Le juge d'instruction a retenu l'agresseur coupable de coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner. Décision qui a été retenue par la chambre d'accusation. Il a été condamné à 7 ans de prison. La deuxième affaire concerne un homme âgé de 34 ans, aveugle de naissance, qui, assis au siège de son coiffeur, a reçu une simple tape sur la tête dans le cadre d'une plaisanterie. Il a eu immédiatement une réaction de colère, des excuses ont été présentées et l'incident a été réglé immédiatement. Il a continué à se faire coiffer. De retour chez lui le soir, soit après 6 heures du traumatisme, il s'est plaint de quelques céphalées. Il s'est endormi calmement. Le lendemain matin, il a présenté une exacerbation de céphalée et il est décédé après 14 heures du traumatisme dans un service d'urgence. L'autopsie a conclu à une toute petite échymose occipitale de la face interne du cuir chevelu et une rupture d'anévrisme de l'artère communicante postérieure. L'examen à l'impact de la pièce est en faveur d'un anévrisme congénital. Les suites judiciaires, le juge d'instruction a retenu l'auteur de la tape coupable d'homicide involontaire, décision qui a été rejetée par la chambre d'accusation, qui a conclu à un non-lieu, considérant le lien de causalité entre le traumatisme et la rupture d'anévrisme incertain. La troisième affaire concerne une jeune fille âgée de 24 ans qui, à la suite d'une querelle verbale suivie d'une gifle, a succombé à un coma d'emblée. Le scanner cérébral a montré une inondation ventriculaire. Elle est décédée au bout de 48 heures dans un service de réanimation. Une autopsie médico-judiciaire a été demandée. Elle a montré essentiellement un processus tumoral hémorragique de 4 cm de diamètre d'allure maligne. L'autopsie a conclu que la mort est la conséquence d'une hémorragie cérébrale secondaire à une tumeur intracrânienne et qu'elle est de cause naturelle. Au vu de cette conclusion, le procureur a prononcé le non-lieu. Nous allons essayer d'axer notre discussion sur le rôle de l'expert dans ces 3 situations, à savoir la mort par inhibition, la rupture d'anévrisme post-traumatique et les tumeurs hémorragiques. Dans la mort par inhibition, l'expert a basé ses conclusions sur essentiellement les circonstances. Il s'agit en effet d'un traumatisme assez vigoureux, appuyé, situé dans une zone réflexogène, à savoir l'épigastre, suivi immédiatement d'une perte de connaissance. L'autopsie n'a montré aucune autre lésion organique expliquant le décès. Et la physiopathologie étant connue, il s'agit d'un arrêt cardiaque par réflexe vagal. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire la rupture d'anévrisme post-traumatique, l'expert s'est basé dans ses conclusions sur la nature histologique de l'anévrisme en faveur d'un anévrisme ancien, sur la localisation dans l'artère communicante postérieure considérée comme un fort potentiel de rupture. La tranche d'âge de la victime entre 30 et 40 ans est considérée particulièrement exposée aux ruptures d'anévrisme. Mais surtout, l'argument le plus important, c'est la chronologie des événements, à savoir, il n'y a pas eu de céphalie brutale immédiate, pas de syndrome d'hypertension intracrânienne, un intervalle libre de tout symptôme pendant 6 heures et une aggravation et un décès le lendemain matin. Aussi, la surprise et la frustration occasionnées par le traumatisme n'ont pas été retenues comme facteur déclenchant de la rupture d'anévrisme.
Reste une hypothèse à éliminer. S'agit-il d'une fissure initiale concomitante au traumatisme colmatée par le saignement et l'œdème cérébral? Certains auteurs, surtout américains, proposent un examen à la patte fin des berges de l'anévrisme pour essayer de dater sa rupture. Examen hyper spécialisé qui n'a pas été demandé dans ce cas. Ainsi, le lien entre le traumatisme, ses conséquences et la rupture d'anévrisme n'est pas certain. Dans le troisième cas, la mission de l'expert est d'essayer de répondre si l'hémorragie au sein de la tumeur est oui ou non imputable au traumatisme. En faveur de l'imputabilité, le caractère friable de la tumeur, son caractère hypervascularisé qui peut se rendre à l'occasion d'un traumatisme, soit directement par l'onde de choc, soit indirectement par le pic hypertensif engendré par l'émotion. Un autre argument, c'est le délai bref entre le traumatisme et la perte de connaissance. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit tout de même d'une pathologie grave dont l'évolution est imprévisible. Une tumeur cérébrale peut se rendre à n'importe quel moment de l'évolution, même spontanément. En somme, il faut expliquer à la justice que le traumatisme pourrait avoir déclenché l'hémorragie, mais qu'il s'agit tout de même d'une pathologie grave, habituellement mortelle. Le volet juridique de ces notions. Ces actes peuvent être qualifiés dans la législation tunisienne essentiellement d'homicide involontaire. Donc, est considéré comme homicide involontaire un homicide commis par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements. Cette qualification a été retenue dans le cas de la rupture d'anévrisme par le juge d'instruction qui a considéré que la maladresse résulte d'avoir tapé sur la mauvaise personne, décision qui n'a pas été retenue par la chambre d'accusation. Deuxièmement, l'homicide intentionnel, soit un homicide volontaire avec préméditation, rarement retenu dans les cas pareils, soit surtout des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, au sens de l'article 208 du Code pénal tunisien. C'est la qualification qui a été retenue dans le cas de la mort par inhibition. En conclusion, les décès survenant à la suite d'un traumatisme minime représentent une mission particulièrement difficile pour l'expert. La mort étant l'intrication d'un état antérieur d'un traumatisme et de ses conséquences. Le rôle de l'expert est de, sinon établir un lien direct, comme dans le cas de l'inhibition, du moins expliquer au juge les différents mécanismes physiopathologiques ayant abouti au décès. Quant à l'étape judiciaire, elle dépend certes des conclusions de l'expert pour beaucoup, mais surtout de l'intime conviction du juge pour la qualification de l'acte. Je vous remercie.